Bonjour et bienvenue à cette présentation durant laquelle je vais vous partager ma perspective sur les attaques et modes de défense sur les systèmes GPS. Donc, comme vous aurez pu deviner l'acronyme du titre de la présentation. Je vais commencer par me présenter tout simplement. Donc, je me nomme Vianney Gall, je suis testeur d'intrusion chez GoSecure depuis bientôt 2 ans. J'ai terminé en génie informatique à l'UDS dans la promo 65, donc il y a à peu près 1 an. Dans mes temps libres, j'aime particulièrement faire tout ce qui est, comment dire, bisounage, donc avec la soudure, CNC, impression 3D, etc. Et je suis aussi challenge designer à Nordsec, donc une conférence équivalente au Hackfest à Montréal. Pourquoi j'ai développé un intérêt envers le GPS? En fait, ça vient premièrement d'une fascination pour tout ce qui est radio défini par logiciel, donc en anglais Software Defined Radio. Et relativement au GPS, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une des constellations GNSS, donc pour Global Navigation Satellite Systems. Donc, on peut avoir aussi Galileo, Baidu, GLONASS. Et ce qui m'a amené à m'intéresser progressivement à cet ensemble de technologies-là, c'est le fait que ces technologies sont largement utilisées dans les appareils qu'on utilise actuellement dans différents types d'industries. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter la suite des choses que je vais démontrer dans cette présentation-là. Donc, on va commencer par une présentation des facteurs de risque par secteur économique pour comprendre que ce ne sont pas tous les secteurs de l'économie qui ont un profil de risque équivalent et pour lesquels il y a une pertinence à tester les systèmes GPS. Ensuite, on va voir la surface d'attaque de systèmes GPS, donc avec une perspective défensive et par couche, pour être en mesure de comprendre qu'il y a plusieurs moyens de bâtir un système GNSS résilient. Ensuite, je vais vous parler des particularités des signaux GPS qu'il faut comprendre pour être en mesure de mener une attaque adéquatement et indirectement de comprendre comment défendre ces systèmes-là. Ensuite, je vais vous parler du lab que j'ai mis en place pour être en mesure de faire les tests sur ces systèmes-là en toute légalité, donc en évitant d'émettre des signaux à travers les airs. Et je vais vous faire un résumé de la présentation avec la conclusion. Donc, on va commencer par les risques. Donc, on va comprendre les risques économiques en fonction de différents secteurs d'économie avec une perspective d'impact et de probabilité d'occurrence. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de risque par secteur? C'est que le profil de risque n'est pas du tout le même par secteur d'économie. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, on entend beaucoup parler d'attaques GPS sur les avions en raison du fait qu'il y a des avions qui volent proches de zones de guerre et qui sont affectés par des attaques de jamming essentiellement, mais dans certains cas, des attaques de spoofing. Et la manière dont j'ai différencié les secteurs et je les ai priorisés en termes d'impact, c'est en fonction de 2 facteurs. Donc, une analyse économique de l'impact de perturbation GNSS sur une certaine période de temps et de l'ampleur d'une attaque radio nécessaire pour obtenir ces impacts-là sur différents secteurs économiques. Donc, sans plus tarder, les prochaines slides que je vais vous présenter vont avoir une structure équivalente à celle-ci. Vous aurez imaginé que la première partie, le titre, c'est le secteur de l'industrie, donc industrie maritime, télématique. Ensuite, le chiffre en millions de dollars américains sur 30 jours vient d'une étude spécifique aux États-Unis qui nous permet en fait d'apprécier la valeur que les systèmes GNSS apportent à l'industrie. Et la logique en arrière, c'est d'imaginer que si on est en mesure de perturber ces systèmes-là, c'est une mesure d'impact équivalente qu'on est en mesure d'avoir. L'étude en perspective analyse surtout une perte de fonctionnalité, donc l'équivalent d'un jamming sur une période de 30 jours. Donc, ce n'est pas une manière de voir qui est précise à des attaques de spoofing, mais ça nous permet d'apprécier et de comprendre le niveau d'impact que ça peut avoir sur ces industries-là. Ensuite, entre crochets, c'est le contexte pour chacune des entreprises dans lequel les attaques ont le plus d'impact probable. Et ensuite, à chacun des tirés, c'est les vecteurs d'impact les plus probants pour être en mesure d'attaquer ces systèmes-là. Donc, grosso modo, d'un point de vue d'un attaquant, si j'avais à choisir la manière d'attaquer ces industries-là, c'est à travers les vecteurs d'impact qui sont décrits dans chacune des industries. Donc, au niveau de l'industrie maritime, il y a 2 contextes qui sont particulièrement intéressants d'un point de vue d'un attaquant. Donc, c'est au niveau de la logistique des ports et de l'industrie pétrolière, surtout au niveau de l'opération de certains bateaux.
Concernant la logistique des ports, donc l'optimisation de l'arrivée des bateaux, donc on peut s'imaginer qu'en spoofant ou en attaquant un bateau qui arrive à l'intérieur d'un port, on est en mesure de perturber la logistique complète d'arrivée et de sortie des bateaux. Donc avec un jamming, l'impact est probablement moindre, mais si on spoof la position d'un bateau qui arrive dans un port, à ce moment-là, l'impact peut être assez large. Aussi au niveau de la localisation et la gestion des conteneurs, les appareils qui permettent d'entreposer et de dispatcher les conteneurs sur les camions de livraison utilisent le GPS pour être en mesure de localiser en position X, Y, Z les conteneurs dans un port. Donc on imagine que si on perturbe cette géolocalisation-là, on est en mesure d'affecter les opérations d'un port de manière assez critique. Ensuite, au niveau de l'industrie pétrolière, les bateaux de forage utilisent le GPS pour être en mesure de localiser les endroits où les forages vont s'opérer. Donc, on imagine que si une opération est perturbée par une attaque GPS, donc un spoofing qui donne une position inadéquate, une opération de forage est complètement compromise et l'équipement de forage peut être aussi endommagé. Au niveau de la télématique, là où l'impact semble le plus probant, selon les études que j'ai consultées, c'est au niveau de la prévention des collisions dans le contexte de logistique des trains. Donc, on imagine que si on est en mesure de spoofer la valeur de position d'un train, on est en mesure de forcer ou de provoquer une collision, ce qui a des impacts potentiels économiques, sociaux et environnementaux assez importants. Ensuite, deux autres contextes qui sont présents dans le contexte de la télématique, mais qui sont beaucoup moins importants. C'est le contexte de la livraison et logistique, ainsi que l'industrie de la construction, donc pour livrer des matériaux à bon port. La raison pour laquelle ces éléments sont légèrement moins importants, c'est que pour être en mesure d'affecter économiquement ces milieux-là, il faut qu'une attaque GPS soit distribuée de manière assez importante et que la durée des attaques soit assez longue. Donc, on s'entend qu'une opération de ce niveau-là peut être démantelée assez facilement. Ensuite, deux autres secteurs qui se distinguent des premiers donc, par le fait que ces secteurs-là n'utilisent pas le GPS pour obtenir une localisation, mais plutôt pour obtenir le temps à un niveau assez précis. On parle de nanosecondes de précision. Dans le contexte de distribution d'électricité, donc ce qui est particulier au Québec, c'est au niveau de la gestion des pannes. Donc, le contexte pour lequel le GPS est particulièrement intéressant, c'est pour détecter les fautes sur le réseau. Donc, une précision du signal permet d'envoyer aux bons endroits les techniciens qui vont être en mesure de identifier et réparer les fautes, ce qui réduit énormément la durée des pannes. Ensuite, au niveau de la télécommunication, un contexte économique pour lequel l'impact est un peu moins important que l'électricité. Ceci dit, l'importance vient de la synchronisation des horloges. Donc, si on est en mesure d'affecter une station de base, donc en anglais une base station, qui distribue des réseaux 4G, 5G, si ces horloges-là sont perturbées, à ce moment-là, il y a une perte de synchronisation du trafic et une baisse de l'optimisation de la bande passante, ce qui peut être assez critique dans une ville ou dans une zone où il y a énormément de trafic qui doit passer à travers ces stations de base. Ce qui est important de comprendre en termes de résilience pour ces systèmes-là, c'est que les équipements de réserve, donc en français, les équipements de holdover, sont critiques. C'est-à-dire que ces équipements-là vont être en mesure de jouer un rôle de tampon, buffer en anglais, pour s'assurer que le temps soit maintenu avec une précision adéquate pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc la qualité de ces équipements-là baisse drastiquement le niveau d'impact potentiel d'attaque GPS. Ensuite, deux autres secteurs dont on va parler en termes d'impact GPS, mais qui sont, selon moi, parmi les moins intéressants à attaquer d'un point de vue d'un attaquant, c'est l'agriculture de précision et l'industrie minière. Donc, la raison pour laquelle j'ai mis un icône de jammer, c'est que la manière la plus probante d'affecter ces systèmes-là, c'est tout simplement en jammant le signal GPS à l'endroit où ces opérations-là sont en cours. Ce qui se passe, c'est que ces industries-là utilisent le GPS tout simplement pour optimiser leurs opérations. L'obtention d'un signal GPS n'est aucunement nécessaire pour la production.
Donc à ce moment-là, tout ce qu'on va être en mesure de provoquer, c'est une baisse de l'efficience, le temps d'une attaque de jamming. Le contexte où on pourrait imaginer que l'impact soit plus important, c'est au niveau de l'automatisation des appareils de production, donc la machinerie, par exemple, dans un système agricole. Donc, si on est en mesure de spoofer la position de ces appareils-là, on est en mesure de les emmener dans un trou, dans un fossé, par exemple, ou de les endommager, ce qui peut être assez critique. Ceci dit, d'un point de vue acteur de menace, j'ai de la difficulté à imaginer dans quel contexte on aimerait ou on souhaiterait aller faire ce genre d'attaque. Finalement, donc ces deux secteurs sont assez particuliers. Au niveau de l'aviation, comme je le mentionnais plus tôt, c'est un secteur qui a beaucoup d'attention médiatique au niveau des attaques GPS. Mais de ce que j'ai compris en lisant la littérature sur le sujet, c'est que l'impact économique des attaques qui ont été opérées sur les avions est presque nul. Ceci dit, dans un contexte où la logistique des aéroports, comment dire, dans un contexte où les avions arrivent dans un aéroport, l'impact pourrait être plus important. Dans le sens où, à cet endroit-là, il y a certains systèmes au sol qui permettent d'assurer une forme de redondance des signaux GPS et qui assurent que des attaques de jamming et de spoofing ne soient pas menées de manière efficace. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les coordonnées GPS, les signaux GPS sont retransmis à travers un autre signal à l'intérieur d'un aéroport pour que les avions utilisent ce signal-là pour une forme de redondance. Ceci dit, je suppose que ces systèmes-là sont assez sécures pour être résilients à des attaques GPS. Ce n'est pas une information que j'ai actuellement. Au niveau des finances, donc, dans le contexte des transactions à haute fréquence, j'ai été surpris de voir que l'impact d'attaque GNSS était inintéressante. Tout simplement, en fait, parce que les équipements de réserve sont souvent amplement suffisants pour tolérer ce genre d'attaque. Donc, en termes de probabilité, en résumé, même si on parle énormément dans les médias d'attaques sur les avions, ce qu'il faut comprendre, c'est que les attaques sur les systèmes GPS sont en augmentation, qu'il y a certains secteurs d'économie qui ont un impact probable comment dire, un impact économique probant plus important que ce secteur-là. On peut s'imaginer que dans le futur, certains secteurs d'économie vont subir ce genre d'attaque-là et vont subir les conséquences économiques, malheureusement. Donc, par la suite, je vais vous parler des particularités des signaux pour être en mesure de comprendre comment est-ce qu'une attaque peut se dérouler. Donc, le premier élément qui est caractéristique de signaux GPS est le fait que le signal est unidirectionnel. Donc, ça veut dire que le signal va partir d'un satellite émis. Le signal est émis à peu près à 50 watts dans l'espace, ce qui fait qu'au niveau de la réception au sol, le signal est assez faible. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que, étant donné que le signal est unidirectionnel, en ce qui a trait à l'encryption, il n'y a aucune possibilité d'échange de clés. Donc, si on veut encrypter le signal, il faut que la clé d'encryption symétrique soit connue autant par le satellite que par le receveur au sol. Ensuite, les systèmes GNSS fonctionnent sous plusieurs constellations. Donc, tout le monde connaît le GPS, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît Galileo, GLONASS et Beidou parmi plusieurs autres, mais ce sont les plus connus. Et ces constellations fonctionnent toutes sur plus qu'une fréquence porteuse. Ce qui est intéressant de comprendre à ce niveau-là, c'est que si on veut attaquer des systèmes qui utilisent plus d'une constellation sur plus d'une fréquence, cela complexifie énormément l'attaque parce qu'il va falloir faire une combinaison de jamming et de spoofing sur plusieurs constellations et plusieurs fréquences, ce qui rend les opérations beaucoup plus longues et beaucoup plus fastidieuses. Ensuite, un facteur assez important à comprendre, c'est que le signal reçu au sol est en dessous. Pardon. Le signal est en dessous du signal, du plancher de bruit. Donc, pour le représenter visuellement, à droite, j'ai mis une capture d'écran d'une capture de signal
au niveau de la fréquence porteuse du satellite GPS L1, donc à 1,5 GHz. Et on peut observer qu'il n'y a aucun signal sur le waterfall. Et en fait, j'ai entouré la zone en rouge pour donner une idée d'où le signal se situe exactement. Donc, le signal reçu au sol est plus faible que le bruit reçu par le receveur. À ce moment-là, il faut se poser la question, comment est-ce que le signal peut être interprété par un receveur? En fait, pour que cela se fasse, cela prend du traitement de signal, donc avec une opération qui s'appelle corrélation croisée. Pour être en mesure de faire cette corrélation croisée, on a besoin d'un document qui s'appelle un almanach, qui peut être récupéré de deux manières, soit à travers des signaux GPS, donc par séquence, ou aller chercher cette information-là directement sur Internet. Donc, il y a certains appareils qui, lorsqu'ils ont une connexion Internet, sont en mesure d'aller chercher automatiquement ce document-là pour être capable de décoder le signal et effectivement produire le traitement de signal nécessaire à recevoir l'information des GPS. Par rapport à ça, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la puissance du signal au niveau du receveur n'est pas attendue être très élevée. Ce qui fait que si on souhaite spoofer ou jammer, en fait, si on souhaite spoofer un signal, ce qui est assez complexe, évidemment, il faut s'imaginer que le signal doit être assez fort, mais dès qu'on dépasse un certain niveau de puissance, à ce moment-là, on va brouiller son propre signal au niveau du receveur et donc le signal ne sera pas reçu. Donc, de trouver la bonne puissance d'émission pour qu'un receveur accepte un signal de spoofing est une épreuve assez complexe. Et donc, là, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail technique. Donc, ce n'est pas un élément que je souhaite que vous reteniez nécessairement. C'est juste pour comprendre la raison pour laquelle l'almanach est important pour le traitement de signal. Donc, je parlais de corrélation croisée tout à l'heure, en anglais cross-correlation. C'est un processus qui va simplement utiliser une séquence de bits qui va être émis par le satellite et qui va être émis aussi par le receveur lorsque le signal est reçu. Et lorsque ces deux signaux-là entrent en corrélation au niveau du receveur, alors à ce moment-là, le signal sort du bruit. Et c'est de cette manière-là, qu'on est en mesure de recevoir le signal du GPS. Donc, on imagine que si l'almanach est faussé ou si l'almanach est absent, on n'est pas en mesure de connaître ces codes-là et de détecter le signal. Concernant l'encryption, donc c'est un sujet assez intéressant concernant le GPS parce qu'on assume que parce que ces signaux ne sont pas encryptés, ils sont faciles à spoofer. Ce qui est relativement vrai en fait. C'est-à-dire qu'en effet, les militaires utilisent ce qu'on appelle les PY codes dans le contexte du GPS et c'est des signaux GPS encryptés qui ne sont utilisés évidemment que dans un contexte militaire. Ceci dit, l'encryption n'est pas la seule manière d'assurer l'intégrité des signaux GPS. Donc, pour être en mesure de le faire dans un contexte d'un receveur civil, la propriété des signaux et la variation du contenu des messages sont deux éléments qui sont intéressants à considérer pour assurer l'intégrité des messages. Et donc, parlant d'intégrité, on va voir les surfaces d'attaque d'un point de vue défensif et par couche, qui vont nous permettre de voir comment est-ce qu'on est en mesure de s'assurer de l'intégrité des signaux reçus. Donc, la première étape, l'étape de la couche physique, on parle de l'antenne et des câbles qui vont mener jusqu'au module GPS. Avant même de parler d'ondes, on va parler d'accès physique. Donc, c'est-à-dire que si on est capable d'avoir un accès physique à l'antenne et de s'insérer entre l'antenne et le receveur à l'aide de certains outils qui nous permettent de faire une attaque équivalente à un man-in-the-middle, mais radio, à ce moment-là, on est en mesure de jammer et de spoofer un système GPS à volonté sans même émettre d'ondes, donc sans être en mesure de se faire détecter. On s'entend que ce n'est pas une bonne chose. Donc, évidemment, la première chose à vérifier, c'est que dans toute la chaîne de connexion entre l'antenne et le module, les connecteurs soient bien protégés et que le câble soit bien protégé. Ensuite, les caractéristiques de l'antenne sont importantes dans la mesure où on veut maximiser le gain des signaux provenant du ciel et on veut minimiser le gain des signaux provenant du sol qui, eux, ont plus de chances d'être des signaux de jamming et de spoofing. Dans certains contextes, ce qui est plus dispendieux mais quand même assez intéressant, c'est l'utilisation d'un réseau d'antennes qui va permettre, dans certains cas critiques, de localiser des signaux
de jamming et de spoofing. Donc, un réseau d'antennes va nous permettre de savoir comment dire, si un système reçoit un signal illégitime dans une certaine direction et va même être en mesure d'ignorer complètement le signal de spoofing et dans certains cas même va être en mesure d'atténuer complètement un signal de jamming, rendant une attaque de jamming inopérationnelle. Ensuite, concernant la partie du microprogramme, donc le firmware, je l'ai découpé en deux sections pour être en mesure de mieux comprendre cette couche-là. Donc, il y a certaines particularités physiques qu'on peut observer au niveau du traitement de signal dans le microprogramme. Il y a certaines particularités des données qu'on est en mesure d'observer. Donc, cet acétate-là va parler des particularités du signal. Donc, comme on le mentionnait plus tôt, le fait d'observer, d'écouter plusieurs fréquences porteuses et d'écouter plusieurs constellations fait en sorte qu'il est plus difficile de spoofer un receveur. Donc, si par exemple on n'utilise que la constellation GPS L1 pour spoofer un receveur, mais que celui-là est en mesure d'écouter du Galileo, à ce moment-là, l'attaque va être beaucoup plus difficile à mener. Ensuite, je parlais de puissance du signal plus tôt. Donc, certains receveurs ne vont tout simplement pas recevoir de signal si la puissance du signal de spoofing est trop importante. Ceci dit, il y a certains systèmes beaucoup plus solides qui, eux, vont détecter cette puissance augmentée du signal et vont lancer une alerte d'attaque. Il y a même certains systèmes qui vont monitorer le ratio de puissance du signal sur bruit. Et ce ratio de puissance sur bruit-là est intéressant à observer, surtout dans le contexte d'attaque opportuniste, parce qu'en fait, ce n'est pas un paramètre qui est facile, qui est possible de contrôler quand on émet un spoofing GPS sur un HackRF, par exemple. Donc, si on observe une variation significative de SNR dans le contexte d'une attaque, c'est assez flagrant. Même chose qui n'est pas possible de configurer dans le contexte d'une attaque avec un HackRF, c'est la variation de la phase du signal reçu. Donc, ce sont des choses que des receveurs plus développés vont être en mesure de mesurer pour faire soulever une alerte ou pour complètement ignorer un signal qui semble être illégitime. Mais ce ne sont pas des, ce ne sont pas des fonctionnalités qui sont implémentées dans des modules plus simples. Au niveau des données qu'on reçoit de la part de signaux GPS, donc, ce qu'on peut valider, c'est la variation du contenu, validation du message. Et c'est à cet endroit-là que la détection du spoofing va s'opérer. Quand on parle de validation du contenu, donc, on a deux valeurs qui sont envoyées, qui sont reçues, interprétées par le GPS, c'est-à-dire le temps et la position. Et on s'imagine que si un receveur GPS doit être fixe à un endroit et ne doit pas bouger, et qu'à ce moment-là, ce receveur-là reçoit une information qui lui indique qu'il est à 40 km au sud, à ce moment-là, on peut s'imaginer qu'il y a quelque chose de louche. Validation, et la validation du contenu peut se faire en fait à deux niveaux, donc autant pour le temps que pour la position. On est en mesure de contre-valider une position relative, par exemple si on est connecté à une antenne, à une station de base cellulaire qui, elle, est en mesure d'avoir sa position. On est en mesure aussi, si on est connecté à Internet, de contre-valider le temps reçu avec un serveur NTP. Donc le serveur NTP est moins précis qu'un serveur de temps par GPS. Par exemple, le serveur NTP a une précision assurée dans les millisecondes, tandis que les GPS, comme je le mentionnais tout à l'heure, ont une précision au niveau de la nanoseconde. Ceci dit, d'avoir accès à un serveur NTP permet de valider la variation de temps, une variation de temps observée et d'assurer que cette variation soit adéquate. Parfait. Et au niveau application, donc là où je fais la distinction, certains vont peut-être m'obstiner là-dessus, mais on va s'en tenir à ça pour l'instant, c'est au niveau de l'émission de l'information par le module GPS vers d'autres sous-systèmes, à travers notamment le protocole NMEA qui est largement utilisé. Concernant le protocole NMEA, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que c'est un protocole qui est non encrypté. Ça veut dire que si une attaque réseau est réussie avec succès, à ce moment-là,
on est en mesure de faire une attaque de type man in the middle et de compromettre l'intégrité du protocole NMEA et d'envoyer des informations de temps et localisation complètement différentes. Au niveau de l'application, donc, on est en mesure aussi de voir une variation de position. Donc, on peut le voir autant au niveau du firmware, mais au niveau de l'application aussi. Donc, deux sources pour valider cette information-là, pardon. Et puis, au niveau applicatif, ce qui est important dans certains contextes, donc comme on l'a vu tout à l'heure avec les systèmes les systèmes qui ont besoin de GPS pour obtenir le temps, d'avoir une source alternative de temps comme les équipements de holdover permettent d'assurer une résilience de système GPS durant une attaque. Donc, pour mettre tout ça en perspective, on va faire une simple étude de cas. On va analyser ce qu'un bateau de forage aurait à tester ou évaluer si un test d'attaque avait à être à faire. Donc, on a les 4 surfaces d'attaque ici représentées. Pour chacune des surfaces d'attaque, ce que j'ai ressorti en gras sont les éléments particuliers de ce système-là en fonction de son profil de risque. Je ne nommerai pas les autres, mais je les ai mis sur les salles juste pour les avoir en référence. Mais ce sont des éléments génériques, donc gain réduit au maximum pour les signaux provenant du sol. C'est un facteur qui s'applique à tous les contextes. Donc, au niveau de l'antenne, les accès physiques aux antennes et aux câbles, c'est une des choses que je risque de vérifier en premier sur un bateau de forage pour être en mesure de voir si je suis capable de me mettre sur le câble coaxial et d'envoyer mes attaques. Ensuite, au niveau du microprogramme, donc je m'assurerai que la gestion des accès physiques soit adéquate durant les maintenances et durant les opérations, parce qu'à ce moment-là, on est en mesure d'altérer les constellations et les fréquences qui sont consultées par les systèmes GNSS. Ensuite, au niveau du microprogramme, au niveau des données, de valider avec d'autres systèmes de positionnement ou de temps, en fait de positionnement d'aide à la navigation, comme de contre-valider les valeurs de positionnement et d'azimut, par exemple, avec un gyroscope. Et au niveau applicatif, donc, ce qui est sécurité applicative, s'assurer que les communications réseau soient adéquates, mais que les accès à l'application soient bien mis en place et que la gestion des alertes aussi soit bien acheminée pour une réponse aux incidents adéquate. Donc, je vais maintenant vous présenter le lab que j'utilise dans le contexte de certains tests et on revient un petit peu sur la thématique de la présentation. Donc, au niveau des gadgets, j'utilise évidemment des radios définies par logiciel. À l'écran ici à droite, ce sont les 2 outils que j'utilise principalement. Et donc, on a le HackRF et le BladeRF. Ces 2 outils-là nous permettent de transmettre et de recevoir. Et ce qui distingue le HackRF du BladeRF, c'est le fait que le HackRF est half duplex. Donc, ça veut dire que cet appareil-là ne peut seulement envoyer ou recevoir des signaux, mais ne peut pas faire les 2 en même temps. Contrairement à cela, le BladeRF, lui, est en mesure de faire de recevoir et de transmettre des signaux, mais sur 2 canaux en parallèle. Donc, ce qui est quand même assez puissant. Dans le contexte d'attaque GPS, le HackRF est suffisant pour faire du spoofing. Mais si on veut faire des attaques de relais, donc de meconning, on va avoir besoin d'un BladeRF qui, lui, va être en mesure de recevoir des signaux en même temps qu'il les retransmet avec un délai, par exemple. On utilise aussi des atténuateurs et des amplificateurs. Donc, les atténuateurs peuvent être utilisés dans 2 contextes. D'une part, pour atténuer la puissance du signal à la sortie des radios définies par logiciel, parce qu'ils sont généralement trop forts, même si l'amplification du signal à la sortie est réduite au minimum. Ensuite, les amplificateurs sont intéressants à utiliser dans le contexte où on veut faire des attaques de relais pour amplifier le signal en réception, pour être certain de recevoir un signal de qualité. Au niveau du sujet de la piraterie, donc, pour être en mesure de tester en toute légalité, l'élément clé pour être en mesure d'injecter des signaux dans un câble coaxial sans que ce signal-là soit réémis à travers l'antenne, c'est un coupleur directionnel. Donc, cet appareil-là permet de se connecter, donc de faire des attaques de man in the middle, littéralement, donc de se connecter entre l'antenne et le module GPS
et d'injecter le signal de jamming et ou de spoofing. Les trois éléments qui sont importants à regarder pour ce type d'appareil-là, ce n'est évidemment pas la couleur ni la forme, mais la puissance en watts que ces appareils-là peuvent tolérer. Typiquement pour ce genre d'appareils-là qui ont des connecteurs SMA, la puissance est de 50 watts, ce qui est amplement suffisant pour ce genre de test-là. Pour vous donner une idée, les radios définies par logiciel vont au maximum envoyer une puissance d'1 watt. Donc, on s'imagine qu'un appareil qui a une tolérance de 5 watts est amplement suffisante pour ce genre d'opération-là. Ensuite, les appareils ont des plages de fréquence. Ça veut dire une fréquence minimale et maximale d'opération pour lesquelles le bruit est assuré d'être le plus uniforme et le mieux géré à l'insertion. Ensuite, la valeur de couplage, c'est une valeur importante à considérer parce que c'est la valeur de réduction de la puissance du signal qui va être injectée dans le contexte de ce genre de test-là par les radios définies par logiciel pour spoofer et jammer. Dans le contexte de l'outil que j'utilise, j'ai une valeur de couplage de 20 décibels. Donc, ça veut dire que tout signal que j'envoie à travers cet appareil-là de mes radios définies par logiciel, ils subissent automatiquement 20% de réduction de puissance. Évidemment, cet outil-là nous permet de tester en toute légalité parce qu'il n'y a aucun signal qui est émis et parce que c'est un coupleur directionnel, le signal ne s'en va que vers le module et ne retourne pas dans l'antenne. Au niveau de la thématique des sornettes, donc l'usurpation d'identité, il y a deux moyens d'opérer ce genre d'attaque. Donc, on peut spoofer par simulation ou spoofer par relais. La simulation va faire en sorte qu'on va construire de toutes pièces un signal GPS qui va être ensuite envoyé dans le SDR et transmis, tandis qu'une attaque de relais va impliquer de recevoir un signal et de simplement le transiger vers un émetteur et de réémettre le signal. Les outils que j'utilise et la configuration pour ce genre de test-là est représentée avec un outil simple, donc un petit module GPS, GNSS, pardon, qui vient de SparkFun. Je n'ai pas d'affiliation, by the way. Et donc, on peut voir ici qu'en dessous du module GPS, j'ai le coupleur directionnel, j'ai le AKRF qui s'injecte et on a un atténuateur à la sortie du AKRF. Dans ce cas-ci, c'est un atténuateur de 20 décibels, donc ce qui permet d'avoir une atténuation complète de 40 décibels pour être certain de ne pas avoir trop de puissance de signal au niveau du receveur. Dans le contexte d'une simulation simple, ce qu'on va vouloir faire, donc on imagine pour que ce soit pour que ce genre d'attaque-là fonctionne bien, que le module soit configuré pour ne recevoir que du GPS sur une seule fréquence porteuse. Donc, pour simuler, on va récupérer l'almanach sur le site de la NASA. C'est totalement accessible. On est en mesure ensuite de gérer un fichier de transmission IQ. Donc, c'est une séquence de données imaginaires et réelles que le radio défini par logiciel va interpréter pour émettre le signal. Et ensuite, ce signal-là va être transmis à travers le AKRF jusqu'au module GPS pour être en mesure de spoofer. Les attaques durent typiquement 5 minutes avec l'outil qui permet de générer le fichier IQ qui s'appelle GPS SDR-SIM, pardon. Et c'est généralement suffisant pour mener une attaque de spoofing. Dans le contexte où on a plusieurs constellations et ou plusieurs fréquences porteuses, on va vouloir jammer le signal en même temps qu'on le spoof. À ce moment-là, l'attaque devient légèrement plus complexe. Et ce que je présente à l'écran ici sont les ajouts à la configuration que je vous ai présentée dans la diapositive précédente. Donc, on ajoute un diviseur de puissance dans lequel on va injecter les deux signaux, donc le signal de spoofing et le signal de jamming. Même chose, les deux signaux vont s'injecter dans le câble coaxial à travers le coupleur directionnel et va arriver dans le module GNSS. Les atténuateurs, les deux sont de 20 dB, et la raison pour laquelle on va les mettre à la sortie des radios définies par logiciel dans la configuration présente et non à la sortie du diviseur de puissance, c'est tout simplement parce que le signal émis par chacun des radios définies par logiciel va aussi aller dans l'autre radio définie par logiciel. Donc, pour éviter d'endommager l'amplificateur à la sortie de chacun des radios définies par logiciel, on veut atténuer le signal de chacun.
à la sortie pour éviter que ça les endommage à l'entrée de l'autre. Et dans ce contexte-là, ce qu'on va vouloir faire pour jammer en même temps qu'on va spoofer, on va utiliser un type de brouillage qui est le plus efficace pour brouiller des signaux GPS, qui est un bruit gaussien. Et on va augmenter progressivement la puissance du signal de jamming tout en augmentant progressivement le signal du spoofing, en s'assurant que le signal de spoofing soit légèrement supérieur au signal de jamming. Donc à ce moment-là, les fréquences légitimes deviennent inaccessibles, illisibles, et le signal spoofé a plus de chances d'être accepté par le receveur. Et donc, pour conclure sur cette présentation, on va faire un léger rappel des acquis. Donc, 3 éléments qui sont importants de se rappeler suite à cette présentation-là. Donc, c'est la perspective d'impact. Donc, ce n'est pas tous les systèmes GPS. Ce n'est pas tous les systèmes qui utilisent le GPS qui ont nécessairement besoin de se faire tester, car ce n'est pas tous les systèmes qui ont un impact suite à une attaque équivalent à d'autres secteurs d'économie. On a vu qu'il y a une surface d'attaque qui est assez large, qui fait en sorte que lorsqu'on a un module GPS dans un système, on a quand même un certain contrôle à plusieurs niveaux pour assurer l'intégrité des signaux. Et ce n'est pas parce qu'un vendeur nous a vendu un système clé en main qu'on n'a aucun pouvoir ou aucune possibilité de gérer cette surface d'attaque-là. Et on peut voir aussi que finalement, l'isolation de ces systèmes-là, pour être en mesure de faire des tests, nous permet de les faire en toute légalité et de ne pas affecter les systèmes aux alentours. Donc, on s'imagine que si on teste une attaque de spoofing dans un aéroport, on n'a pas de risque d'affecter toutes les arrivées et les départs d'avions. Et finalement, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est qu'il y a plusieurs acteurs canadiens qui sont impliqués dans la démarche de résilience des systèmes GPS canadiens dans différentes industries. Ce diagramme-là vient d'une diapositive d'il y a à peu près 10 ans, donc je suppose qu'elle n'est plus exactement à jour. Je n'ai pas vu l'équivalent actuellement, mais tous les acteurs impliqués dans ces démarches-là sont répertoriés sur un site de l'ICED que je vous ai mis en référence à la fin de la présentation. Donc, je vous invite à aller les vérifier, aller les consulter si ça vous intéresse et de voir quel est leur rôle dans le contexte de votre industrie. En termes de références, je vous ai mis plusieurs références, donc en commençant par ce qui m'a permis d'établir la perspective économique des risques GNSS dont je vous ai parlé initialement. Donc, en premier, on a l'étude américaine dont je vous ai parlé, qui est quand même assez intéressante et exhaustive. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les éléments que je vous ai mentionnés, c'est les éléments que j'ai filtrés. Donc, il y a énormément plus d'informations, il y a beaucoup plus de contextes dans lesquels l'impact d'attaque de système GPS est énuméré, mais pour lesquels, dans la majorité des cas, l'impact est moindre. Ah oui, excusez-moi, un deuxième point, c'est qu'il y a une étude canadienne dont je n'ai pas réussi à avoir accès aux données actuellement. Donc, il se peut que dans une prochaine présentation, dans un article de blog, je les adresse, parce que les informations sont beaucoup plus conséquentes à la réalité économique canadienne, ce qui permet une perspective plus conséquente à notre réalité économique. Ensuite, concernant les méthodes de défense, donc, il y a un cadre NIST-PNT qui est particulier à l'utilisation et la sécurité des systèmes GPS, qui est intéressant de consulter. Et j'ai 3 articles particulièrement intéressants sur des méthodes de mitigation et de détection, ainsi que leur efficacité relative. Donc, c'est ce qui m'a permis d'identifier plusieurs manières d'assurer l'intégrité des signaux qui ne sont pas forcément liés à l'encryption. Ensuite, les outils que j'utilise dans le cadre de mes tests, donc GPS SDR SIM, donc ça c'est un projet GitHub qui permet à partir d'un almanach de générer un fichier IQ, donc de données réelles et imaginaires, qui ensuite peut être traité par un radiodéfini par logiciel pour émettre un signal. Ensuite, un outil vraiment intéressant, GNSS SDR, donc c'est un outil qui permet même avec un simple RTL SDR de recevoir et de traiter des signaux GPS. Et ensuite, 2 sources d'almanach, donc l'almanach pour Galileo, almanach pour GPS.
Et je vous ai mis à la fin le lien vers le coupleur directionnel que j'utilise dans le cadre de mes tests. Donc, je vous préviens, ce genre d'outil-là est assez dispendieux. Malheureusement, c'est à peu près 1500, 1300, 1500 $ US. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça vous évite d'aller en prison et d'échapper votre savon. Ensuite, au niveau de l'attaque, je suis tombé sur un article particulièrement intéressant qui va parler de différentes méthodes pour jammer des signaux GPS. Et c'est là qu'on comprend, avec cette analyse-là, l'efficacité relative de différentes méthodes, mais l'efficacité, comment dire, assez intéressante de signaux gaussiens, donc d'un bruit gaussien pour jammer des signaux. Et finalement, un article qui parle, que je trouve particulièrement intéressant sur les attaques de type de relais, donc meconning plus particulièrement utilisé dans le jargon. Et finalement, le lien dont je vous parlais tout à l'heure concernant les différents acteurs dans la résilience des systèmes GPS. Donc, je vous invite à aller le consulter parce que les ressources qu'ils ont sont assez intéressantes. Et donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Je vous remercie énormément pour votre attention et je remercie le Hackfest de m'avoir permis de présenter cette présentation.